Bonjour, je suis le major à la retraite André Thuvierge et je suis le coprésident du groupe de travail des anciens combattants de la Ville d'Ottawa. Je suis heureux de vous présenter cette initiative en partenariat avec le département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter quelques contextes historiques concernant la transition de la vie militaire à la vie d'anciens combattants. En 1998, un rapport a été publié faisant état de la baisse de morale et de la mauvaise qualité de vie au sein des Forces armées canadiennes et de la population des anciens combattants. Ce rapport a suscité une réflexion collective sur le contrat social et les rapports entre les militaires et leurs familles, ainsi que le gouvernement et la société canadienne. Quelques années plus tard, 25 recommandations ont été présentées, ce qui a permis de repenser et de recadrer nos politiques et nos programmes afin d'améliorer la qualité de vie de nos membres actifs et de nos anciens combattants. Des années plus tard, le groupe de transition des Forces armées canadiennes a été créé. Son approche axée sur la collaboration et le partage de l'expertise dans le domaine du soutien aux anciens combattants et dans les collectivités du Canada. Bien que des services de transition soient offerts depuis des décennies, ce n'est qu'au cours des 10 dernières années que nous avons fait des pas de géant dans la compréhension de ce qu'est vraiment la transition de la vie militaire à la vie d'anciens combattants. Pour ce faire, nous examinons son caractère multidimensionnel à l'aide des 7 domaines du bien-être dont vous vous souvenez peut-être dans le module 2. En plus des organismes traditionnels comme Anciens combattants Canada et les services aux familles des militaires, un certain nombre d'organismes sans but lucratif ont été créés pour combler ces lacunes. Des collectivités comme la Ville d'Ottawa jouent un rôle actif dans l'élaboration des programmes visant à faciliter l'intégration des familles de militaires et d'anciens combattants dans les collectivités. Cet épisode est un excellent exemple de collaboration et de synergie entre les intervenants de la collectivité, des Forces armées canadiennes et le secteur de l'aide aux anciens combattants. Aujourd'hui, vous allez vous familiariser avec le rôle du groupe de transition des Forces armées canadiennes, sa mission, ses familles, sa philosophie de transition et les 5 étapes du processus de transition militaire et civile que nous appellerons le processus TCM. Nous dissiperons également certains mythes et stigmates associés aux patients vétérans et à la culture militaire. La compréhension de ces différences culturelles est un élément clé de l'interaction avec votre patient vétéran. Enfin, vous découvrirez les ressources auxquelles les anciens combattants ont accès et qui pourraient aussi vous être utiles dans l'évaluation de votre patient. Merci beaucoup et bon épisode. Bonjour, je suis le major Jean-Marc Lafleur, médecin militaire des Forces armées canadiennes et je travaille actuellement comme clinicien au 33e Centre des services de santé des Forces armées canadiennes, ici à Kingston, en Ontario. Je suis le major en retraite Jordan Camarda. J'ai rejoint les FAC en 2006 en tant qu'officier d'infanterie, en quelque sorte au plus fort de l'effort en Afghanistan. En 2010, je suis passé au poste d'officier de sélection du personnel, un poste beaucoup plus administratif. J'ai récemment quitté les FAC en 2022 et je suis aujourd'hui gestionnaire des opérations nationales pour l'équipe chargée des engagements et des partenariats en matière de transition militaire au sein du JT des FAC. Jordan, pourriez-vous expliquer le rôle du groupe de transition? Bien sûr, Jean-Marc. J'ai vu beaucoup de changements au sein des FAC au cours de mes 16 années de service. Pendant longtemps, l'accent a été mis sur le soutien à la population en transition la plus vulnérable. Pour ceux qui ont été libérés des Forces armées pour des raisons médicales, il y a beaucoup de programmes de soutien et de ressources qui sont en place pour aider à la transition de ce groupe. Soutenir ceux qui se sont sacrifiés reste la première priorité du groupe de transition des FAC. Mais l'une des lacunes qui existent depuis longtemps est la majorité des personnes qui quittent les Forces armées canadiennes pour des raisons non médicales. Jusqu'en 2018 environ, lorsque le groupe de transition des Forces armées canadiennes a été créé, les militaires n'ont reçu qu'un soutien très limité, voire aucun soutien, lors de la transition entre l'armée et la vie civile. Le groupe de transition des FAC a donc été créé en 2018 pour moderniser la façon dont nous soutenons tous les membres en transition, y compris ceux qui sont en transition sans raison médicale pour transiter. Depuis lors, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires de confiance clés, tels qu'Anciens combattants Canada et les services aux familles des militaires,
afin de repenser la façon dont les membres et leurs familles sont préparés à passer du monde militaire au monde civil. Au centre de tout ce que nous faisons, il y a la personne et sa famille. Par le passé, les processus en place étaient essentiellement au service de l'organisation. Depuis 2018, nous avons remanié un grand nombre de ces processus afin de nous assurer que chaque personne bénéficie d'un soutien personnalisé, professionnel et standardisé pour sa transition, tant pour elle-même que pour sa famille, de sorte que cette transition se fasse en douceur. En ce qui concerne notre empreinte, nous avons créé environ 32 centres de transition à travers le pays pour atteindre cet objectif pour nos employés et leurs familles. Je vous en remercie. Pour aller un peu plus loin dans votre réponse, pourriez-vous expliquer les étapes que les militaires doivent suivre lorsqu'ils planifient leur transition du monde militaire à la vie civile? Certainement. Comme je l'ai dit, le chemin a été long. Avant 2018, l'approche générale de la transition était la suivante. Vous remplissez votre liste de contrôle pour l'administration de la libération, vous rendez tout votre matériel, vous rendez votre carte d'identité et ensuite, merci, bonne vie, après 25 ans de service. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait peut-être faire les choses un peu mieux et considérer les gens de manière holistique. Nous avons donc créé un nouveau processus de transition entre militaires et civils que nous appelons TCM. Au cœur de ce processus se trouve l'idée que nous devons soutenir les personnes qui quittent l'armée dans tous les domaines du bien-être. Les domaines du bien-être sont au nombre de 7. La santé, les finances, l'intégration sociale, le sentiment d'utilité, les compétences et la préparation à la vie, les conditions de logement et l'environnement culturel et social. Lorsqu'une personne passe par le processus de TCM, nous nous assurons qu'elle est prête et préparée dans tous ces domaines et qu'elle bénéficie d'un soutien actif pendant le processus de transition. La libération des FAC est devenue plus qu'un simple processus administratif. Nous aidons les gens à réussir dans les domaines du bien-être. D'ici 2024, il s'agira du principal processus suivi par la plupart des personnes en transition. Le processus lui-même comporte 5 étapes. Au fur et à mesure que le membre franchit ces 5 étapes, il est guidé par un conseiller en transition, qui est un expert capable de l'aider à naviguer dans sa transition. Voici ce qui se passe à la première étape. Le militaire, dès qu'il commence à penser à la transition, ira parler à un conseiller en transition qui l'amènera à s'arrêter et à réfléchir. Il lui dira « OK, voulez-vous vraiment quitter l'armée ou êtes-vous simplement contrarié par votre situation actuelle? Voulez-vous changer d'environnement de travail? Êtes-vous fatigué d'être déployé? Peut-être que la réserve est une option. Les FAC comptent 130 professions différentes. Vous ne voulez peut-être plus être officier d'infanterie, mais l'une des autres professions pourrait peut-être vous intéresser. Au cours de la première étape, le conseiller en transition aide le membre à ne pas prendre de décisions hâtives et à ne pas se précipiter pour quitter les FAC sans avoir bien réfléchi. Si cette personne entend tout et dit « Vous savez quoi, les FAC sont formidables, mais je souhaite passer à une autre étape de ma vie », elle passera alors à l'étape 2. À l'étape 2, le conseiller en transition examinera tous les domaines de bien-être dont j'ai parlé plus tôt. Il administrera un dépistage des risques dans les domaines du bien-être, de sorte que si des signaux d'alarme apparaissent dans ces domaines, ils seront détectés. Parallèlement, le conseiller en transition posera également des questions sur chaque domaine de bien-être afin de s'assurer que le membre dispose d'un plan pour chacun d'entre eux. Je prendrai l'exemple des finances. La plupart des personnes qui quittent les FAC ont en fait beaucoup d'argent à leur disposition, que ce soit sous forme de prestations médicales ou de pensions, ou si elles décident de prendre une valeur de transfert. Ce n'est pas que le militaire n'ait pas d'argent disponible, mais il n'a pas nécessairement un plan sur ce qu'il va faire de cet argent. Le conseiller en transition ne se contente donc pas d'évaluer les risques, il va un peu plus loin et s'assure que le militaire réfléchit à chaque domaine de bien-être et à ce qu'il veut y faire. Une fois tous ces renseignements recueillis, ils sont envoyés à Anciens combattants Canada. ACC examinera la situation du membre et fera des recommandations aux conseillers en transition au sujet des programmes, des services et des avantages d'ACC que le membre devrait demander immédiatement ou qu'il devrait se préparer à demander dès qu'il atteindra la date de sa libération. Cela empêche les gens de passer à travers les mailles du filet parce que ACC est impliqué dès le début. Les membres sont préparés de sorte que lorsqu'ils atteignent la date de libération. Cela empêche les gens de passer à travers les mailles du filet parce que ACC est impliqué dès le début. Les membres sont préparés de sorte que lorsqu'ils atteignent la date de libération,
Ils savent exactement comment ils doivent s'engager avec ACC et quand ils doivent le faire, ce qui était un problème auparavant. Une fois toutes les informations recueillies, nous passons à la troisième étape. À la troisième étape, tout cela est présenté aux membres dans un plan de transition. Le plan de transition comporte 6 sections, une pour chacun des 6 principaux domaines de bien-être. Le membre doit les examiner et décider. Cela correspond-il à ses objectifs? Veulent-ils le modifier? Le plan de transition devient essentiellement le document d'orientation pour le militaire au cours de sa transition. Dans le plan de transition lui-même, des objectifs spécifiques sont définis pour chaque domaine de bien-être. Par exemple, dans le domaine des objectifs, un membre peut vouloir avoir une seconde carrière. Ce serait son objectif. Pour atteindre cet objectif, le conseiller en transition va identifier des ressources ou des organisations spécifiques qui peuvent aider le membre à atteindre son objectif et le mettre en contact avec ces organisations. Par exemple, si la personne souhaite avoir une seconde carrière, il peut y avoir des organisations qui proposent des ateliers sur la façon de se préparer aux entrevues, sur la façon de traduire ses compétences et son expérience militaire en terminologie civile, sur la façon de créer un curriculum vitae. Le conseiller en transition mettra le membre en contact avec ces ressources spécifiques afin qu'il puisse atteindre ses objectifs. Il ne s'agit pas seulement d'un plan de transition, mais aussi d'une mise en relation avec les ressources nécessaires. Une fois qu'ils ont établi leur plan, ils passent en quelque sorte à l'étape 4, qui consiste essentiellement à assurer le suivi, à veiller à ce que les choses restent sur la bonne voie. Si le membre rencontre des difficultés, le conseiller en transition le soutient. Par exemple, s'il essaie d'obtenir un rendez-vous avec une organisation et qu'il n'y parvient pas, le conseiller en transition peut lui tendre la main et essayer de l'aider ou de lui proposer une autre organisation. Si la chaîne de commandement ne laisse pas le temps à un membre de se préparer à sa transition, le conseiller en transition s'adressera au commandant pour voir ce qui peut être fait pour aider le membre et le préparer à réussir. La dernière étape du processus est l'étape 5, qui commence environ 30 jours avant la date de libération du membre. Le conseiller en transition remet le plan de transition à Anciens combattants Canada et détermine quels sont les membres qui présentent un risque élevé, modéré ou faible d'éprouver des difficultés de transition. Cela permet à l'ACC d'adopter une attitude proactive, de sorte qu'il sait qui vient à lui. Le militaire donc ne part pas d'une page blanche. L'ACC voit le plan de transition, les lacunes, les progrès réalisés par les membres et les objectifs qu'il souhaite atteindre. Lorsque le membre franchit la date de libération, il devient un ancien combattant et le mandat pour les services relève d'Anciens combattants Canada. Mais le plan de transition continue d'être le document d'orientation lors de la transition du membre vers le monde civil. D'ici 2024, c'est le processus que tout le monde suivra. Pour l'instant, il est opérationnel dans 6 ou 7 des 32 centres, et cette année et l'année prochaine, nous le déploierons dans le reste du pays. Il s'agit là d'un niveau de soins complet pour la transition des membres. Si j'ai bien compris, les membres bénéficient d'un soutien important. Quel soutien pourriez-vous apporter aux médecins qui accepteraient de prendre en charge des anciens combattants? Il est important d'éduquer les médecins sur les processus TCM, afin qu'ils comprennent le cadre sur lequel les membres s'appuient. Il a reçu des commentaires positifs, mais l'un des défis actuels est qu'il y a un peu de désordre dans le paysage organisationnel lorsqu'il s'agit de toutes les différentes organisations de santé, par exemple, qui veulent aider les membres en transition, les anciens combattants et leurs familles. Je pense également qu'il est important d'adresser certains préjugés à l'égard des militaires en transition qui peuvent faire hésiter les médecins à les prendre en charge. Par exemple, les militaires sont souvent perçus, à tort, comme étant brisés, blessés et ayant des besoins significatifs en matière de soins de santé lorsqu'ils quittent les facs, ce qui est faux. En effet, parmi les 8 à 10 000 personnes qui quittent les facs chaque année, seulement 25 % le font pour des raisons médicales. C'est donc dire que la majorité des individus qui quittent les facs ont des besoins en matière de soins de santé similaires au reste de la population civile. Je me souviens bien, le dernier recensement a montré qu'environ un tiers des anciens membres des facs font partie du groupe d'âge actif de 25 à 54 ans. Il est donc important de savoir que tous les anciens combattants qui ont effectué une transition n'ont pas forcément des problèmes médicaux graves. L'autre suggestion que je pourrais faire, c'est qu'il y a beaucoup de militaires qui servent actuellement et qui sont suivis par des spécialistes civils dans le cadre du plan de soins de santé.
un jour ou l'autre, ils passeront à la retraite. Dans le cadre de leur plan de soins de santé, les médecins peuvent donc se demander quelle sera la continuité du service une fois qu'ils auront franchi le seuil et seront devenus des membres civils. Allez-vous les garder sur votre liste de patients? Car si ce n'est pas le cas, ils commencent au point zéro et une fois qu'ils sont sortis, ils doivent chercher un autre spécialiste. Ce sont les deux soutiens les plus importants. Troisièmement, je dirais que la plupart des militaires, lorsqu'ils quittent l'armée, reçoivent dans le cadre du nouveau processus une copie complète de leur dossier médical sous forme électronique sur une clé USB. Cela signifie que lorsqu'ils se présentent à votre porte, il n'est pas forcément nécessaire d'effectuer un interrogatoire fastidieux, car les détails se trouvent dans leur dossier médical militaire. Ils viendront vous voir armés de ces informations. Le véritable défi est, comme pour la plupart des gens, d'avoir accès à un médecin de famille au départ. Mais parce qu'ils ont disparu de la scène civile pendant 20 à 25 ans, qu'ils se sont engagés dans l'armée et qu'ils la quittent maintenant, c'est un peu comme s'ils étaient retombés à zéro et qu'ils devaient maintenant se démener pour trouver un médecin, s'inscrire sur des listes d'attente et tout le reste. Je propose ces 3 suggestions pour aider les médecins à comprendre comment soutenir les anciens combattants. Merci beaucoup, Jordan. C'est vraiment très intuitif et je pense que les médecins de famille et les prestataires de soins de santé associés bénéficieront vraiment de ces conseils. J'en suis ravi. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Serge Blier. Je suis médecin dans les Forces armées canadiennes. J'ai rejoint l'armée à l'âge de 42 ans et j'ai eu une belle carrière depuis. J'ai rejoint les services de santé des forces directement de la vie civile. J'étais médecin d'urgence à Québec pendant 8 ans lorsque j'ai rejoint les forces. Le fait d'être un médecin entièrement formé m'a permis de commencer à voir des patients directement dans le cadre de ce que nous appelons la formation en cours d'emploi. Ensuite, j'ai suivi la formation militaire de base que suivent tous les militaires et j'ai continué à voir des patients jusqu'à ce que je déploie en Afghanistan en 2007. En Afghanistan, j'ai joué plusieurs rôles. Médecin de rôle 3 des forces, qui est essentiellement l'endroit où nous recevons tous les patients gravement blessés sur le terrain. J'ai été médecin de rôle 1 des forces, qui était essentiellement un aérodrome de Kandahar, et j'ai également été médecin de BOA, c'est-à-dire de base d'opération avancée, dans de nombreux endroits pendant mon déploiement. À mon retour de mission, j'ai continué à avoir des patients à la clinique et j'ai finalement été promu au grade de major et à la fonction du médecin-chef, qui est en fait l'autorité médicale principale dans la région où nous travaillons à l'époque, soit à Valcartier. En 2011, j'ai eu l'occasion d'obtenir un diplôme de 3e cycle en médecine du travail de l'environnement et j'ai commencé à m'intéresser davantage à la santé de la population et à la manière dont l'environnement de travail influençait la santé de nos membres et comment nous pouvions adapter l'environnement de travail. Finalement, j'ai été affecté au GT des Forces, le quartier général du groupe de transition des Forces armées canadiennes, en tant que conseiller médical du groupe de transition. C'est un parcours assez varié. J'aimerais aborder la question de la médecine du travail. Je pense que beaucoup de médecins civils comprennent qu'il s'agit d'une part importante de notre travail. Nous ne nous occupons pas seulement des personnes malades, nous nous occupons très souvent des personnes en bonne santé, mais placées dans des circonstances extraordinairement difficiles. De sorte que le problème qui ne vous dérangerait pas au niveau de la mer, si vous voliez à 40 000 pieds sans pressurisation de la cabine, tout à coup, ce problème médical peut devenir une partie énorme ou très importante d'un problème médical. Maintenant que vous travaillez au sein du groupe de transition, quelles sont exactement vos responsabilités cliniques? En ce qui concerne l'aspect clinique de mon travail, lorsque les responsables ont des questions spécifiques à poser, je suis en mesure de fournir des conseils aux membres qui souffrent d'une affection particulière ou qui a des besoins spécifiques, afin d'adapter l'environnement de travail et d'offrir le meilleur service possible aux membres. Et pourriez-vous décrire le système d'archivage de dossiers médicaux militaires que vous utilisez? Les Forces armées canadiennes utilisent actuellement l'un des plus grands systèmes de dossiers médicaux électroniques au Canada. Il s'agit du système d'information sur la santé des forces canadiennes. Le système permet à plus de 3500 professionnels de la santé et gestionnaires situés dans des établissements de santé à travers le pays, ainsi que sur des navires et à l'étranger, d'avoir accès aux dossiers médicaux de tous les membres des forces lorsqu'ils sont examinés. Les professionnels de la santé sont ainsi en mesure de fournir ce service en temps réel, à tout moment et en tout lieu, à l'ensemble de nos membres. Ce système présente des particularités qui ne sont peut-être pas évidentes. À votre avis, quelles seraient les difficultés rencontrées par les médecins civils pour comprendre nos dossiers médicaux militaires? Le plus grand défi serait de comprendre le jargon militaire que nous utilisons et tous les acronymes que nous employons tels que CATP, CATT, LMD,
qui peut s'avérer difficile surtout pour médecins civils qui consultent le dossier médical de patients ayant des besoins de transition et des conditions médicales complexes. Par ailleurs, comprendre la différence entre la médecine spécifique aux professions militaires telle qu'elle est pratiquée dans les Forces armées canadiennes et la médecine de soins de santé pratiquée par les médecins civils est le plus grand défi ici. Mais ce n'est pas insurmontable. Je suis presque certain que tout médecin civil qui aurait des questions à ce sujet demanderait tout d'abord au patient que signifie cet acronyme. Et s'il n'y parvient pas, il peut facilement s'adresser à un médecin des Forces armées canadiennes et lui demander ce que signifie exactement cet acronyme, et il obtiendra une réponse très rapidement, j'en suis pas mal certain. Jordan en a parlé un peu plus tôt, mais de quelle manière ou par quels moyens les dossiers médico-militaires peuvent-ils être transférés à un prestataire civil? Les membres des Forces armées canadiennes ou le médecin qui les a acceptés avec le consentement du membre peuvent demander une copie complète de leur dossier médical à la libération. Nous la fournirons sur la clé USB. En outre, ils reçoivent ce que nous appelons une trousse de documents de libération des dossiers médicaux. Au moment de la libération, cela se fait automatiquement maintenant et cela contiendra les principaux antécédents médicaux récents, tels que l'examen complet, les analyses de sang, l'imagerie diagnostique, les listes de médicaments, les consultations et les rapports médicaux. Le dossier médical complet peut également être demandé par le médecin aux archives médicales des Forces armées canadiennes. Quelles sont les difficultés rencontrées par les anciens combattants pour obtenir des soins de santé pendant leur transition de l'armée à la vie civile? Trouver un médecin de famille demeure un défi pour la plupart des anciens combattants et leurs familles. Dans la province de Québec, près d'1 million de patients n'ont pas de médecin de famille. Il faut donc entre 1 et 4 ans pour trouver un médecin de famille. Pour atténuer ce problème, les anciens combattants qui sont libérés pour des raisons médicales auront accès à des services de télémédecine durant l'année suivant leur départ des forces, afin de leur permettre à eux ainsi qu'à leur famille de prendre leur retraite. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la retraite, si l'ancien combattant reste à l'endroit où il a été affecté la dernière fois, il y a de fortes chances que sa famille ait un médecin de famille, mais pas lui. Mais si cet ancien combattant prend sa retraite, déracine toute sa famille et déménage dans une autre province, il faut alors recommencer tout le processus, ce qui retarde la recherche pour lui et sa famille. Il s'agira d'une initiative bienvenue. À votre avis, les besoins en matière de santé des vétérans diffèrent-ils de ceux de la population civile? Si oui, en quoi sont-ils différents? Je dirais que la réintégration dans le monde civil après une carrière militaire peut être moins difficile si vous avez une expérience civile professionnelle avant de vous engager. Les forces armées représentent un défi encore plus grand si l'on s'y engage à un jeune âge et que l'on n'a jamais eu d'expérience de la vie d'adulte dans la vie civile. Si, en plus de ces défis, les membres libérés pour raisons médicales doivent faire face à des problèmes de santé chronique ou à une perte de capacité fonctionnelle les empêchant de s'investir pleinement dans leur transition, le défi en sera d'autant plus grand. C'est pourquoi nous essayons de soutenir nos membres en voie de libération. C'est un point très pertinent. En fait, pour moi, c'est une question qui me touche dans la mesure où j'ai grandi dans les Forces armées canadiennes, où je vois mes amis prendre leur retraite et le défi de savoir qui nous sommes lorsque nous retirons l'uniforme. Je vous remercie donc d'avoir abordé ce sujet. En fournissant les soins de santé aux anciens combattants, il est entendu que vous avez affaire à une sous-culture, en particulier au Canada, qui a des perspectives et une vision du monde différente, façonnées par ces expériences, bien sûr. Qu'ont-ils besoin de savoir? Toute transition de la vie militaire à la vie civile nécessite d'importants ajustements. Cette adaptation commence par la resocialisation, processus par lequel l'ancien combattant doit s'adapter à une nouvelle culture. Au cours de ce processus, l'ancien combattant doit s'adapter à la vie avec d'autres civils qui fonctionnent selon un ensemble de valeurs différents et où les rôles et les expériences ont tendance à être opaques ou flous. Les chercheurs ont qualifié cette expérience de choc culturel inverse ou de transition interculturelle. Cette transition de la vie militaire à la vie civile comprend un ensemble complexe et des interactifs de changement, plongeant le militaire et sa famille dans des questions liées aux différences significatives entre la culture militaire et la culture du lieu de travail civil. Les personnes en transition passent essentiellement de la dépendance au système des forces à l'indépendance et à l'autonomie relative de la vie civile dans toutes ses dimensions. Par exemple, s'engager dans les forces implique un processus de socialisation intensif qui sert à éduquer les nouvelles recrues aux normes et aux valeurs des forces.
Le processus de socialisation encourage le personnel militaire à faire partie d'une culture considérablement différente de celle des civils et à être capable d'opérer dans son environnement. Il faut pouvoir compter sur son corps, savoir comment celui-ci va agir dans certaines conditions afin d'optimiser ses chances de survie en milieu hostile. Ainsi, les membres des Forces armées canadiennes peuvent être confrontés à un certain nombre de défis potentiels lorsqu'ils entament leur transition de la vie militaire à la vie civile. Il s'agit d'un changement fondamental par rapport au bien-être et à la sécurité de la qualité de vie dans une communauté militaire très ordonnée qui doit être atteinte. Puis, certains objectifs sont complexes et le monde civil mystérieux sera un très grand défi pour nos membres. Pour les médecins, de savoir que ce patient en face d'eux n'est pas habitué à travailler dans ce nouvel environnement sera très important. De sorte que s'ils voient que leur patient commence à avoir un moral en baisse et des choses comme ça, c'est quelque chose dont ils doivent être conscients et interroger le patient sur la façon dont il se débrouille dans cette transition. Comment vit-il ce nouvel environnement qui n'est pas aussi structuré que l'armée? Tout à fait. Je pense que ce n'est pas une coïncidence si tant d'autres anciens combattants finissent par occuper des emplois similaires, comme le service de police, les premiers intervenants, les ambulanciers ou d'autres organisations qui sont fondées sur des valeurs similaires aux forces armées canadiennes. Le cadre est ainsi maintenu, mais le retrait de l'uniforme peut entraîner une perte d'identité. Maintenant, sur la base de votre expérience en tant que guide pour tant de personnes quittant les Forces armées canadiennes, quelle proportion des membres quittant les Forces armées canadiennes sont en bonne santé et prêts pour la transition vers la vie civile? La majorité des membres libérés des forces sont en bonne santé. Comme l'a dit le major Camarda, il y a 8 à 10 000 personnes qui sortent chaque année des forces et seulement un tiers d'entre elles le font pour des raisons médicales. Les autres sont des personnes en très bonne santé qui se sont entraînées toute leur vie. Ils ont des habitudes très actives, ils doivent être en bonne forme physique pour pouvoir être déployés n'importe où sur la planète. Ils ont l'habitude de s'assurer que leurs problèmes de santé sont réglés afin de pouvoir répondre à la demande du gouvernement n'importe où, n'importe quand. Lorsqu'ils sont libérés, ils sont en bonne santé. Honnêtement, en tant que médecin de famille, c'est le type de patient que je voudrais. Ce sont des patients faciles, mais oui, un tiers d'entre eux sont libérés pour des raisons médicales. Mais même ce tiers, je dirais, n'ayez pas peur d'eux, parce que devinez quoi? Lorsqu'ils sont très malades, nous prenons soin d'eux dans les forces, jusqu'à ce qu'ils soient libérés et nous nous assurons qu'ils ont tous les soins spécialisés dont ils ont besoin et nous nous assurons également qu'ils sont en lien avec les anciens combattants. Nous nous occupons d'eux et pour ce qui est du mot effrayant, syndrome du stress post-traumatique, ceux qui sont libérés avec un stress post-traumatique instable, les soins sont pris en charge par les cliniques de traumatisme de stress opérationnel qui sont gérées par les anciens combattants, de sorte qu'ils ont des spécialistes qui s'occupent de cet aspect de leur vie. Vous ne serez pas laissé seul avec ces patients qui ont des problèmes de santé. Un cadre de spécialiste suivra ces patients. Ce sont des patients intéressants à voir que vous vous rendrez compte qu'ils veulent être en bonne santé, qu'ils ne veulent pas rester malades. Ils sont également très impliqués dans leurs soins de santé. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de ces patients. Je vous mets même au défi d'en prendre quelques-uns pour voir de quoi il s'agit. Je ne peux qu'être d'accord. J'aime notre population de patients, des hommes et des femmes en bonne santé, motivés et compétents en matière de santé. Et oui, toutes les enquêtes de dépistage sont effectuées dans le cadre de ce que vous devez faire pour rester en uniforme et nous vous encourageons à faire de l'exercice physique. Nous vous testons une fois par an pour nous assurer que vous êtes en mesure de répondre physiquement aux exigences de votre travail. Donc, si quelqu'un hésite à embaucher des vétérans, je dirais que oui, il faut relever le défi. Vous voyez comment les mythes et les stéréotypes que vous pourriez avoir s'appliquent au contact réel avec les patients vétérans. Colonel, merci beaucoup pour votre temps et pour vos réponses. Je pense qu'ils ont vraiment contribué à anticiper les mythes et les stéréotypes qui peuvent exister au sujet des anciens combattants et à renforcer le fait que les anciens combattants sont le genre de patients qu'un médecin aimerait prendre en charge. Je vous remercie donc.